Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James, journaliste pour le Journal du Net, sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est diffusée en direct sur les sites de Décideur TV, mais également du Journal du Net et d'Offres Médias, et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à notre invité. Alors justement, notre invité, qui est-il? Il commence sa carrière chez Wunderman en 1994, après des études d'architecture et de communication. Il y a développé, avant d'en prendre la direction, la structure Young & Rubicam Power Brands. En 2004, il prend la direction de Wunderman Europe centrale et Europe de l'Est, et il est enfin depuis 2010 CEO de Wunderman Paris et a été récemment désigné vice-président de la délégation Customer Marketing de la ACC. J'ai nommé Philippe Bonnet. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Et Nicolas. Et Nicolas, effectivement. Alors Wunderman, c'est une agence spécialisée en marketing relationnel. Pouvez-vous nous dire concrètement le marketing relationnel, qu'est-ce que c'est? Oula, on a combien de temps? Comme vous désirez. Alors, en fait, le marketing relationnel, c'est l'action marketing de mettre en relation les marques avec leurs consommateurs. Donc, c'est établir une relation directe entre des gens qui ont un produit à vendre ou une histoire à raconter, et puis des consommateurs qui ont des velléités d'achat. D'abord, et ça c'est très important parce que on verra que c'est la finalité de tout ce qu'on fait. Et puis voilà, à un moment donné, elles se rencontrent ou pas. Donc on fait en sorte qu'elles puissent se rencontrer. Deux, on fait en sorte que les marques aient des choses à raconter à leurs consommateurs, mais pas que, aussi que les consommateurs aient des choses à échanger avec les marques. Et puis trois, on fait en sorte que, à un moment donné, le consommateur se dise « Tiens, elle est bien cette marque, j'aimerais bien aller l'acheter ». Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que le digital a changé justement dans le marketing relationnel ces dernières années? Pas la finalité, parce que la finalité dont on vient de parler, elle est identique à celle qu'elle était quand en 1958, Lester Wunderman a inventé le marketing direct. Il s'est dit finalement c'est bien qu'il y ait les télés qui arrivent avec des mecs en noir et blanc qui disent 25 fois le nom de la marque lors d'une réclame en 30 secondes, ce qui était plutôt on va dire un record, mais il s'est dit il va falloir à un moment donné que les consommateurs et les marques puissent rentrer en contact. Donc on fait toujours la même chose, c'est ce dont on vient de parler, c'est de prendre en compte les desiderata des consommateurs, les desiderata des marques, et puis faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait un dialogue, une relation qui se crée. Là où le digital a transformé en fait cette relation, c'est que ça permet aujourd'hui d'aller travailler du réel one-to-one, c'est-à-dire de la communication directe avec le consommateur en tant que tel, en tant qu'individu. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'on a simplifié, entre guillemets, l'infrastructure qu'il y avait avant pour aller envoyer des lettres en marketing direct, parce qu'on sait exactement aller toucher l'IP, c'est-à-dire l'adresse de l'internaute. Et donc avec un message personnalisé pour chaque... Avec un message personnalisé. Et au-delà de ça, les techniques digitales se sont déployées, elles ont ouvert leur écosystème avec du mobile, avec des tablettes, etc. Et qu'on a la possibilité aujourd'hui non seulement d'aller personnaliser, mais aussi, très important, d'aller contextualiser le message. Donc c'est plus le même message à tout le monde, d'une part, mais c'est plus non plus le même message à chaque instant. Parce qu'il y a des moments où on est réceptif à une typologie de message et d'autres moments où on est réceptif à une autre. Donc de fait, le digital nous permet ça aujourd'hui, ce que le papier avait du mal à nous permettre avant. Et voilà, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que le vrai marketing direct existe depuis finalement peu, même si, encore une fois, il a été inventé il y a très longtemps, en 1958, par un monsieur qui est toujours en vie et qui est... Lester Wunderman, exactement. C'est effectivement une belle opportunité, mais ça a aussi quand même, j'imagine, considérablement complexifié votre métier, parce que vous le disiez, l'arrivée de la tablette, du mobile. Avant, c'était facile de suivre le parcours client, c'était en magasin. Aujourd'hui, il est sur son ordinateur, il est sur son portable, il est sur son mobile. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous faites pour appréhender cette multiplication des points de contact? Le mot point de contact, en fait, est bien choisi parce qu'effectivement, on avait très peu de points de contact avant. Il y avait la télé, il y avait le mail, on envoyait des superbes lettres formidables qui empêchaient de mettre autre chose dans la boîte aux lettres. Et aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité d'aller toucher les consommateurs à différents instants de leur vie. Donc, ça a complexifié d'un côté, ça a enrichi de l'autre, en fait. Moi, je préfère dire que ça a enrichi notre métier parce que ça a permis, au travers de la démultiplication des canaux, d'enrichir le message.
Maintenant, ça veut dire qu'effectivement, derrière, il y a une infrastructure importante, qui est une infrastructure data, et c'est cette infrastructure data, dont on parlera certainement un peu plus tard, mais c'est cette infrastructure data qui est effectivement cruciale pour pouvoir gérer les deux paramètres que sont la personnalisation et la contextualisation. Donc ça nous a fait découvrir des gens qu'on connaissait peut-être pas forcément avant, des gens un peu geeks, un peu pro de l'Excel, pro des chiffres, etc., qui sont revenus pleinement au centre de notre activité, alors qu'avant, ils étaient là un petit peu en amont à définir quelle était la typologie de la cible qu'on allait toucher, puis après, on les laissait tranquilles jusqu'à la prochaine. Là, en fait, on en a besoin à chaque instant, parce qu'à chaque instant, on délivre des messages qui peuvent être potentiellement différents. Et puis surtout, on mesure à chaque instant l'effet de nos communications. Et en mesurant l'effet de nos communications, ça nous permet d'avoir des informations qui nous permettent, nous, d'aller modifier ces communications pour faire en sorte que la communication soit plus affine, soit plus réactive, entre guillemets, et génère plus d'interactivité et plus de réactivité de la part du consommateur. Donc oui, le métier est plus complexe, mais il est à la fois plus riche et il est plus fort dans les résultats aussi. Mais alors justement, une des particularités du digital, c'est que tout va vite. Donc on parle de génération C, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, donc la génération connectée, qui est également sur sa tablette, son mobile ou sur le web. Comment créer une relation durable avec ces gens qui sont habitués à ce que tout aille vite et à être très impatients sur ces nouveaux canaux? Alors en fait, je pense qu'on crée une relation durable dès lors qu'on a compris une chose, c'est que la relation, ce n'est pas un endroit où on est là pour aller prendre, mais c'est un endroit où on est là pour aller donner. Et c'est un message qui est à faire passer à l'intégralité des annonceurs aujourd'hui, parce que souvent, on a tendance à dire « Oui, mais moi j'ai besoin d'aller dire ça. Oui, mais ça, c'est peut-être pas ce que j'attends moi en tant que consommateur au moment donné. » Donc, si on a compris ça, on a compris le principe qu'effectivement, on a la possibilité d'aller proposer quelque chose, ou en tous les cas réagir par rapport à des attentes des consommateurs, et c'est en ça qu'on arrive à construire une relation pérenne. Si on est simplement en train de crier son message, au bout d'un moment, l'internaute, il en a marre, d'abord parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents à côté qui vendent presque le même produit et qui vont arriver à tirer profit de cette relation consommateur-marque, au travers justement d'une vraie interaction et d'une vraie interactivité des échanges. Et puis ensuite, parce qu'au bout d'un moment, bon, ça va, on l'a entendu, le message. On a besoin d'aller plus loin. Alors souvent, ces messages transcendent le produit et rentrent dans l'univers consommateur qui est lié à l'univers de ce produit. Et ça peut être pleinement différent. Et c'est en construisant ces univers-là qu'on arrive effectivement à gérer des relations pérennes avec les clients. Et puis il faut se réinventer, donc il faut sans arrêt évoluer. Et on a un avantage, c'est que l'information qu'on récupère, qu'on collecte des consommateurs, nous donne autant d'informations pour nous, pour arriver à construire quelle peut être la réponse attendue par le consommateur, et donc d'aller enrichir le discours de la marque vis-à-vis du consommateur. Alors justement, TBC, donc comme vous le savez, c'est une émission où les internautes peuvent poser leurs questions en direct. TBC nous donne peut-être une piste de réponse. Il nous demande comment utilisez-vous les réseaux sociaux dans votre approche de marketing direct? Les réseaux sociaux sont un des canaux que l'on gère aujourd'hui pour nos clients de façon à pouvoir construire cette relation. Donc d'abord, on les utilise de deux façons. On les utilise en amont parce que c'est un vivier d'informations, puisque les gens échangent des informations sur les réseaux sociaux. La plupart du temps, c'est sur leur page. De temps en temps, c'est aussi avec l'annonceur, sur la page de l'annonceur. Et donc, de fait, ça, c'est une source d'informations intéressante. On appelle ça du listening. Donc, on écoute, on a les oreilles bien tendues, et on écoute les conversations des internautes et donc des consommateurs sur ce qu'ils ont à dire. Donc ça, on va dire, c'est la partie amont de l'intérêt des réseaux sociaux, parce que ça nous donne des verbatims, ça nous donne des impressions, ça nous donne des tendances qui vont nous permettre effectivement d'aller construire le discours d'une marque. Ensuite, derrière, il y a effectivement tout ce qui a trait à l'engagement, parce que la relation, il faut qu'on soit engagé dans une relation, sinon c'est pas une relation, il n'y a pas d'échange. Et donc l'engagement consommateur, la plupart du temps, il se retranscrit par quoi? Le but ultime, bien évidemment, étant l'achat. Parce que je suis réellement engagé avec une marque ou avec un produit quand je vais aller acheter son produit, ça c'est sûr. Mais avant, il y a tout un process qui existe. Et ce process, il est sur les échanges qu'il peut y avoir. Et souvent, et la plupart du temps, sont des échanges qui échappent aux marques. Donc on va chercher justement cet engagement consommateur. Comment est-ce que les gens s'engagent avec la marque à l'intérieur des réseaux sociaux? On y répond, bien évidemment. Donc c'est le boulot des community managers, qui est un métier qui n'existait pas il y a quelques années. Et donc en fait, c'est faire en sorte que l'internaute devienne ambassadeur de la marque sur les réseaux sociaux. Alors, on commence d'abord par échanger avec cette personne-là à un stade, on va dire,
de prospects. Et puis ensuite, notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que petit à petit, cet internaute, ce consommateur, devienne ambassadeur de la marque. Si effectivement j'ai un consommateur qui répond vos produits, ça me va pas, c'est de la merde, etc. Alors que c'est peut-être parce qu'il est mal tombé ou qu'il a été mal conseillé ou que là, on va effectivement essayer de rediriger le discours, mais on a aussi, et fort heureusement, des gens qui sont des aficionados de la marque et qui sont effectivement, qui deviennent les porte-parole, autant qu'un spot de pub, autant qu'une bannière, autant qu'autre chose. Nous, ça fait 35 ans qu'on gère Ford, par exemple. Il y a des aficionados de Ford, comme Nokia, on gère Nokia, il y a des aficionados de Nokia. Ces gens-là, effectivement, deviennent des ambassadeurs et on en a besoin parce que leurs postes sont relayés et puis c'est le principe de viralité. Présent à chaque innovation ou chaque nouveau produit de Ford, justement. Ils répondent présent à chaque fois sur les réseaux sociaux au nouveau rendez-vous de la marque. Alors, c'est ce qu'on mesure quand on mesure un taux d'engagement. Et effectivement, quand on fait des posts sur Facebook, donc la marque a quelque chose à dire, il y a beaucoup de réactions, beaucoup d'engagement, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et donc ce sont autant de messages qui sont envoyés par des êtres humains, pas simplement par un service marketing, par des êtres humains et qui viennent en fait être les ambassadeurs effectivement de la marque. Et donc ça fonctionne bien évidemment. Sur Facebook, il y a beaucoup de critiques qui sont formulées à l'encontre du réseau social, notamment des agences qui disent que finalement c'est devenu de plus en plus difficile de toucher sa cible avec une baisse du reach, etc. Est-ce que pour vous, vous partagez ce constat? Est-ce que vous continuez quand même à réussir à construire une audience, à communiquer avec elle sur le réseau social sans forcément payer? Alors, j'ai essayé de faire un parallèle, il n'est peut-être pas bon, mais c'est pas parce qu'il y a 30% ou 40% d'une audience qui n'aime pas un spot de pub que la marque va enlever son spot de pub. Enfin, si vraiment les gens ne l'aiment pas, ils vont l'enlever, ça c'est clair, c'est évident. Mais en général, on fait des pré-tests avant. Le problème de Facebook, c'est qu'on ne fait pas de pré-test avant. Bon, ça c'est un autre truc. Le reach, donc la capacité qu'ont les marques à aller toucher les consommateurs au travers de Facebook, le reach diminue, bien évidemment, parce qu'en plus de ça, Facebook sort des nouvelles règles assez souvent, donc ça devient de plus en plus compliqué. Cela étant, il y a encore des gens, beaucoup de gens, qui sont, on va dire, en connexion avec une marque au travers du fait qu'ils ont liké une page et qui se sont, entre guillemets, abonnés à recevoir de l'information de cette marque. Et ils ont besoin de continuer à échanger avec cette marque. Donc Facebook est un réseau. Mais c'est aussi pour ça que le monocanal n'existe pas. Il faut pas se dire que les réseaux sociaux ne sont que Facebook. Il ne faut pas se dire non plus que le seul moyen de communiquer, c'est que la télé, etc., etc. Donc il y a de toute façon aujourd'hui, et heureusement pour nous, marketeurs, il y a aujourd'hui une démultiplication des canaux qui nous permettent effectivement d'aller toucher les gens dans des endroits différents. Cela étant, le même message ne s'applique pas forcément toujours à tous les canaux. Donc il faut qu'on arrive à trouver la bonne adéquation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait du channel planning, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler à faire en sorte que l'orchestration des messages soit en accord avec l'orchestration de la typologie des canaux et l'orchestration des attentes des consommateurs vis-à-vis des marques. Alors on a une question de Jacques qui nous demande, le consommateur est-il en train de prendre le pouvoir sur les marques? Je ne connais pas Jacques, mais ça fait longtemps en fait. Ça fait très longtemps. Moi, j'ai commencé à faire du marketing direct et du digital il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, on parlait déjà du fait que les consommateurs étaient en train de reprendre le pouvoir. Et d'ailleurs, il y a une personne de Wunderman qui avait retraduit l'acronyme CRM en Customer Really Manage. C'est le consommateur qui a le pouvoir, bien évidemment. C'est lui qui fait, c'est lui qui construit cette relation de toute façon. Il a le droit de dire s'il accepte ou non de rentrer en relation avec une marque. Et finalement, c'est lui qui achète à la fin. Donc, comme le but, c'est de... De toute façon, donc il a de toute façon le pouvoir. C'est là où, justement, ça montre la limite du discours descendant. Et ça montre en revanche toute la richesse de la possibilité d'écouter, de collecter l'intégralité des datas qu'il veut bien nous donner, et de pouvoir effectivement construire un discours qui soit un discours en fonction de ses attentes, pas simplement un discours que moi, marque, ou que moi, marketeur, j'ai envie de faire passer. Mais de toute façon, oui, il l'est clairement le Clou Train Manifesto, qui est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis avec des gens qui ont sorti un manifeste qui se faisait, on va dire, le porte-parole des consommateurs en disant mais c'est pas parce que j'achète ton produit que j'ai envie d'avoir une relation avec toi, la marque.
Déjà, c'est la première chose. Partons déjà de ce principe-là et n'essaie pas de croire que parce que j'ai acheté une fois ton produit, je deviens un aficionados de ton produit. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans une love affaire avec une marque qui me vend, j'en sais rien moi, une brosse à dents ou pas forcément. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis après, effectivement, ils ont aujourd'hui le pouvoir. Largement. Je me rappelle un conférencier au Cristal justement qui évoquait l'apparition du VRM, le Vendor Relationship Management, où en gros finalement c'est l'utilisateur qui aurait accès à une interface qui lui permettrait de gérer en fait sa relation avec les marques et dire que telle marque pourrait le contacter via tel canal, etc. Vraiment une interface personnalisée. Et on ne va pas le citer, mais il est co-président de la ACC Customer Marketing avec moi, et on en parle beaucoup avec la ACC parce que c'est une vraie tendance aux États-Unis qui va arriver et qui va encore plus donner du pouvoir aux consommateurs. Parce que si une compagnie d'assurance demain est obligée d'aller donner l'intégralité des informations qu'il a sur un consommateur et que ce consommateur peut prendre cette information et dire « j'ouvre un appel d'offres », c'est-à-dire que j'appelle l'intégralité des services assurance à me faire des propositions sur la base de ma consommation réelle passée, sur la base de ce qui m'est arrivé comme sinistre, eh ben, effectivement, là, ça devient un réel pouvoir de la part du consommateur qui va au-delà de son pouvoir d'expression sur j'aime pas une marque, j'ai eu une bonne expérience, j'en ai pas eu une bonne, ça m'intéresse pas. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et par rapport à ça, on a beaucoup parlé récemment de l'annonce faite par Amazon de la possibilité de livrer le client des produits qu'il n'avait même pas commandés. Est-ce que en disant que voilà, c'est des produits qu'il allait être amené à commander selon l'historique de son d'achat, est-ce que pour vous, on touche vraiment le climax de la relation client ou on flirte un peu avec le côté obscur, un peu en disant finalement c'est un peu de la vente forcée? Moi, je pense que c'est une erreur de le faire comme ça, mais après, Amazon essaiera. Je pense que Amazon a ouvert la voie d'une nouvelle forme de recommandations, quand ils avaient et qu'ils ont toujours d'ailleurs, et que tout le monde essaie de reproduire. Ceux qui ont acheté ça ont acheté aussi ça, etc., etc. Donc ça, je vais dire, c'est une limite pleinement acceptable, il n'y a aucun problème. Après, recevoir un produit parce que potentiellement, en fonction des patterns de comportement des gens, je vais à un moment donné être amené à le vouloir. Je pense que là, on rentre un peu dans l'intrusif et on ouvrira des portes qui ne sont pas forcément des portes enviables parce qu'elles vont créer plus de problèmes et plus de désaffection, à mon sens, qu'autre chose. En revanche, reconnaître le fait qu'une personne, potentiellement, au travers de sa data, au travers des informations qu'on peut avoir d'elle, potentiellement peut être intéressée par tel ou tel produit, ça, je ne vois pas en quoi ça devient un problème. Allez l'envoyer, voilà. Sauf s'il me l'envoie gratos, moi j'accepte, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je lance un message à Amazon, envoyez-moi s'il vous plaît quelques... Alors je vous propose de changer un peu de sujet. Marcy nous demande, est-ce que la transparence paye, y compris quand on fait des erreurs ? Oui, la transparence paye. De toute façon, on l'a vu avec des problématiques de marques qui, sur Facebook, ont été obligées d'aller faire machine arrière par rapport à des choses qu'elles avaient avancées et où elles se sont dit finalement, c'est une connerie. Et puis, j'ai peut-être pas fait l'effort premier de bien comprendre si ça allait passer ou pas passer. Je pense que la transparence, elle est nécessaire. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut se faire le chantre de la relation et à côté de ça, se dire je suis pas transparent. Elle est nécessaire, cette transparence. Et parfois, c'est difficile d'ailleurs pour les marques de pouvoir aller accepter ce discours de transparence. Après, il y a un autre cas, qui est un cas qu'on a eu par exemple sur Nokia, où en fait, jouer la transparence est extrêmement porteur du message, parce que finalement, alors on rentre dans la publicité comparative, mais en toute transparence, lorsqu'on va pouvoir aller poser sur la table le fait qu'effectivement, on a un téléphone qui est plus ceci, qui est plus cela, par rapport à l'effet d'image qui a été construit dans la concurrence, là, ça devient intéressant aussi. Et on n'est pas forcément, on peut pas être attaqué si on le fait justement en toute transparence. Ça prend pas trop en France, j'ai l'impression, la publicité comparative, alors qu'aux États-Unis, c'est. Ouais, les distributeurs s'amusent bien. Ouais, les distributeurs. Là, ils se font des petites batailles. C'est assez marrant. Non, il y en a. Le seul problème, c'est que, et d'ailleurs tant mieux, la législation est telle qu'on est obligé d'avoir des faits qui sont des faits réels, des faits vérifiables, des faits tangibles. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on peut imaginer qu'on n'en a pas forcément toujours autant que ça à pouvoir mettre en avant. Et puis, il faut faire attention aussi parce que le coup de bâton, le kickback, il peut arriver vite. Moi, je peux aller dire que sur ça de mon produit, je suis vachement mieux que le concurrent. S'il est mieux sur ça,
je ne suis pas sûr que ce soit le type de message que j'ai envie de faire passer. J'essaierai justement d'aller trouver plus de choses ou jouer l'avantage psychologique de ce que j'ai, moi, aujourd'hui, en tant que marque ou en tant que produit comme avantage. D'autant que j'ai l'impression qu'on associe un peu ce procédé aussi à un manque d'inspiration créative, en tout cas en France, non? Ou pas forcément? Oui, non, je pense que en fait, ça aura échappé à personne. Il y a une légère crise en ce moment. Et je pense que c'est un levier assez court-termiste de bataille dans un environnement de crise. Et cet environnement de crise, effectivement, il génère des réactions qui ne sont pas forcément moins créatives d'ailleurs, parce que voilà, c'est vrai que c'est basé sur quelque chose de tangible. Enfin, d'un autre côté, toutes les démonstrations de produits, 45% des produits qui sont à la télévision aujourd'hui en publicité, on a droit à nos 10 petites secondes avec... voilà, c'est là que les bactéries attaquent. Alors, Franck nous pose une question qui nous permettra de rebondir dessus après. Combien de personnes travaillent sur les data chez Wunderman? Il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont dans la partie data directement reliée à Wunderman dans son métier, on va dire, de relations clients. Et puis, il y a une entité, une boîte qui a été rachetée il y a 18 mois, qui s'appelle Predictis, qui fait en fait du marketing à la performance, du marketing digital à la performance. Et eux, effectivement, travaillent aussi énormément autour de la data, puisque bon, c'est un peu compliqué, il y a des algorithmes derrière, on envoie des messages à un certain nombre de personnes sur leur adresse email de façon à pouvoir les activer. Ça, c'est ce qu'on appelle la performance au lead, entre guillemets. Et là, à l'intérieur de cette ressource-là, il y a à peu près 5 ou 6 autres personnes qui travaillent. Donc au total, on doit avoir à peu près une vingtaine de personnes, sur un total de 180 personnes. Alors justement, sur ce thème de la data, donc c'est un peu le thème à la mode en ce moment, on parle beaucoup exactement. Donc on parle du big data, mais on parle également du soft data. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le soft data? Alors moi je l'appelle small data, il y en a qui l'appellent soft data, il y en a qui le retraduisent soft data quand je l'appelle small data, c'est pas grave. Il n'y a pas d'antinomie entre l'un et l'autre. D'abord, il y a un problème, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a autant de définitions de big data qu'il y avait de définitions de CRM il y a 10 ans. D'accord, donc tout le monde y va de son big data ci, big data là. Bon, je pense qu'il y a une grosse différence entre l'exploitation de la big data telle qu'elle peut être faite dans une ville, par exemple, qui est en train de traquer l'intégralité de l'utilisation des vélos, et puis de la big data qu'on peut aller donner à une marque pour pouvoir effectivement exploiter la relation client qu'elle peut avoir. Au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse chez Wunderman, c'est pour ça qu'on l'appelle la small data, et qu'au-delà du fait que c'est un truc de mec, on dit big is awful et small is beautiful, c'est simplement parce que ce sont ces petites data, ces petites miettes, qui font qu'aujourd'hui, on a la possibilité de boucler la boucle et de travailler sur de la personnalisation et de la contextualisation. Mais concrètement, ces petites miettes, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par de la data que l'on appelle la data émotionnelle, qui sont les data qu'on va aller chercher justement dans des réseaux sociaux avec des gens qui échangent, sur des blogs, sur de la géolocalisation, sur la façon dont ils ont parcouru le site de la marque et ce qu'ils sont allés voir, sur des datas qui ne sont pas directement liées avec la grosse data, on va dire, qui est le nom, le prénom, l'adresse, etc., qu'on avait l'habitude d'avoir. Et c'est cette small data-là, et c'est, en fait, à un moment donné, le big data, va être le pétrole qui est extrait du puits, et la small data, ça va être celui qu'on aura réussi à raffiner pour pouvoir aller le mettre dans le moteur et pour pouvoir faire fonctionner ce moteur. Et c'est cette raffinerie-là, cette usine de raffinerie-là, en fait, qui est aujourd'hui au sein des agences comme la nôtre et qui travaille à faire en sorte qu'on aille chercher de la data suffisamment segmentante et différenciante pour qu'on ait la possibilité de délivrer des messages qui sont extrêmement personnalisés. Je vais vous donner un exemple. Au Danemark, par exemple, sur la base d'un moteur data assez puissant, il y a une chaîne, on va la nommer parce qu'on n'est pas sur TF1, donc voilà, donc qui s'appelle Matas, qui est l'équivalent du Sephora. Ils ont travaillé avec Wunderman à transformer leur programme relationnel. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'ils envoient une newsletter, ils envoient 3 459 000 itérations de cette newsletter. Dans un pays, on le connaît, c'est pas la Chine, il n'y a quand même pas beaucoup de monde. Il y a plus de 75% des femmes qui sont aujourd'hui dans ce programme relationnel. Et
malgré ça, on a enfin pas malgré ça d'ailleurs, on pourrait se dire bon c'est bon, on les a dans le programme relationnel, donc on y va, on va aller leur envoyer un message et puis voilà, on n'oubliera pas de leur fêter leur anniversaire parce que c'est souvent la seule chose qu'on fait. Et là en fait, chacune des newsletters part à 3 540 000 exemplaires. Alors pas exemplaires, mais itérations. Et à chaque fois, à l'intérieur de la... Ils s'adaptent à la consommatrice, en l'occurrence, ce sont plutôt des consommatrices, même si on peut prendre soin de sa peau en étant un homme, mais ce sont plutôt des consommatrices, et ça va s'adapter, et ça va utiliser des flux d'informations qui viennent de multiples endroits. Donc on va aller chercher ce qui est échangé sur Facebook, on va aller chercher ce qui est discuté sur des blogs, les informations de navigation, les achats en caisse. Alors, ça a l'avantage d'être un distributeur, donc il a un accès direct à ce qui a été acheté. Ça va aller chercher toutes ces petites datas qui sont en fait ces petites miettes qui nous permettent à un moment donné d'aller trouver la consommatrice. Vous pensez que la prochaine étape, c'est de créer des ponts entre le CRM et l'achat média? Parce que ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que quand je reçois une bannière d'un annonceur dont je suis client, cet annonceur, souvent, il ne sait pas que je suis client. Et j'ai l'impression qu'il y a peu d'imbrication entre le CRM et l'achat média aujourd'hui. Et c'est dommage de ne pas exploiter ces données pour... moi, si je suis client chez Soch, comme propose, peut-être un upgrade de mon abonnement et tout. Vous y arrivez aujourd'hui? Je le vois peu, moi, en tout cas. On y arrive, il y en a très très peu en France. Wunderman a racheté il y a quelques années une boîte qui s'appelle iBehavior aux États-Unis, qui est une boîte qui était spécialisée dans la data et qui avait en plus de ça la particularité de posséder une énorme base de données. Et donc on est en train de croiser en fait l'information CRM, l'information data, avec le reach, mais R-E-A-C-H, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir aller déployer des campagnes auprès des gens. Donc ça, c'est important. Ça va beaucoup plus loin que le retargeting, parce qu'en fait, le retargeting, voilà, si je reçois un coup de fil de mon père qui m'explique qu'en fait, il a envie que j'aille voir, j'en sais rien, un produit qui n'a absolument rien à voir avec moi, je vais aller le voir, et après, je vais me prendre 15 jours de retargeting et de publicité sur quelque chose dont je me fiche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le retargeting avec l'eau du bain. C'est intéressant, mais à un moment donné, quand on va arriver à croiser le retargeting avec la data, et qu'on va faire effectivement un rich retargeting avec R-I-C-H de cette fois-ci, qui sera renseigné, alors là, du coup, on va avoir la possibilité de transformer la façon dont le média digital peut être potentiellement utilisé. On parle énormément de data. Aujourd'hui, être une agence de marketing relationnel, ça implique aussi d'être un peu une société techno, non? J'ai l'impression. On voit Mille Merci qui investit dans la techno, qui lance son DMP, son Data Management Platform. Est-ce que ça peut être l'avenir aussi de Wunderman d'investir là-dedans? C'est déjà l'avenir de Wunderman. On a déjà un DMP, on a déjà la possibilité d'aller monter des bases de données ad hoc. On est Gold Partner d'un Neolan qui est effectivement un des grands acteurs d'un point de vue techno. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on ne vient pas forcément voir Wunderman pour de la techno, mais qu'en revanche, la techno est nécessaire pour la réponse de Wunderman. Donc, on va venir voir Wunderman parce qu'on va se dire, tiens, j'ai besoin d'aller engager avec mes clients d'un point de vue relationnel. On va venir voir Wunderman parce qu'au travers du groupe, il y a des Blast Radius, il y a des Cassius, il y a des gens qui travaillent sur de la communication digitale pure. On va venir les voir là-dessus, mais bien évidemment, on a besoin d'avoir la colonne vertébrale, techno, pour pouvoir aller assurer le delivery et donc d'aller faire les... Encore un mot anglais, je suis désolé, delivery, mais c'est pas grave, on lâche dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire du marketing, il faut forcément être un peu geek? Si je peux me permettre ce terme. Oui, il faut être geek, ça dépend comment est-ce qu'on définit le geek. Informatique, numérique poussé. Il faut arriver à comprendre comment est-ce que les outils interagissent entre eux et permettent ce que le cerveau a conceptualisé comme forme d'engagement avec son consommateur. Voilà. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, et je pense qu'on y viendra tout à l'heure, mais nous, on a essayé de se rapprocher justement de gens qui sont encore plus geeks que nous, de façon à pouvoir effectivement travailler sur le futur de l'engagement client avec ces gens-là et dessiner d'autres façons d'eux. Voilà. Bah justement, c'est là où je voulais en venir. Donc, vous avez lancé Wunderlab en 2012. Je me suis dit que j'allais vous aider un peu là-dessus. Effectivement. Surtout que notre émission est bientôt terminée. Donc, Wunderlab a été lancé en 2012. Pourquoi une agence de marketing se lance en fait dans l'accompagnement de start-up? Et si j'ai bien compris, donc c'est pas l'accompagnement financier, mais l'accompagnement simplement sur le développement de l'activité. On met pas de sous dedans. Wunderlab, c'est un peu plus complexe que juste l'accompagnement de start-up. On va dire qu'il y a plusieurs pôles à l'intérieur de Wunderlab. Il y a d'une part l'accompagnement de start-up, parce que on est arrivé à un constat simple, c'est qu'à un moment donné,
les annonceurs viennent voir les agences parce qu'ils ont un peu la tête dans le guidon. Donc ils voient un peu plus loin que la roue, mais pas forcément toujours beaucoup plus loin, parce que c'est difficile pour eux, ce qui est normal. Ils viennent voir les agences en se disant peut-être qu'eux, ils vont voir jusqu'au bout de la route. Mais à un moment donné, les agences, elles ont aussi besoin d'aller voir des startups qui, elles, voient un peu plus loin que la ligne d'arrivée et qui commencent à préparer quelle est la prochaine course. C'est ce qu'on essaye de faire, donc on les aide. C'est du partage de connaissances en fait. On fait du partage de connaissances, on les accompagne, et puis parce que voilà, Wunderman est le numéro 1 du digital dans le monde, et qu'à un moment donné, Goliath peut aussi aller aider David, surtout qu'au passage, si vous vous rappelez l'histoire, c'est David qui gagne. Hein. Oui. Donc on a bien intérêt de toute façon à pouvoir aller aider... à être habillé avec David, exactement. Et c'est très intéressant pour nous parce que ça nous permet effectivement d'insuffler cette dimension d'innovation au sein même de l'agence. Donc on le fait au travers des startups. On a eu une première startup qui s'appelait Ascol, on a eu une deuxième startup qui s'appelait Triboué. On est en train de réfléchir à quelle va être la troisième startup. On fait des cycles d'à peu près 6 mois d'accompagnement. À chaque fois que vous accompagnez ? Oui, pas plus parce que sinon, comme c'est fait par des bonnes volontés, que je remercie d'ailleurs parce que je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui prennent du temps au-delà de ce qu'ils font pour leurs clients, de pouvoir aller aider ces startups, on ne veut pas non plus aller faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Donc on en prend une, on l'aide, on travaille avec elle sur ses flux data, sur son ergonomie, sur la définition de la cible, etc., etc. Et puis après, on passe à une autre. Donc ça, c'est une dimension du Wunderlab. Pardon, Nicolas. Non, en fait, juste, je ne comprends pas du coup pourquoi vous investissez pas dans ces startups si vous y croyez un minimum, parce que vous consacrez quand même du temps aussi, et ça pourrait être du win-win, non? Enfin, c'est que c'est pas votre métier. C'est pas directement notre métier. Et puis, on fait partie d'un groupe qui s'appelle WPP avec tout ce que ça représente de complexité. Ouais. Je parlais de Goliath, je pourrais presque parler d'Apachiderm. C'est plus difficile. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, c'était de pouvoir aller donner à ces gens-là. On parlait tout à l'heure de donner et recevoir, de donner, de pouvoir recevoir, et que ça aille vite, que ça aille à l'échelle du temps, de l'échelle de temps d'une start-up. Donc, on a bien compris ce que vous leur donniez, donc vous leur permettez de développer leur activité, mais qu'est-ce que vous recevez alors en contrepartie de ces Une ouverture d'esprit, insuffler cette espèce de notion d'innovation à l'intérieur de l'agence. On a par exemple dernièrement sorti un projet pour Converse, par exemple, qui était basé sur une innovation technologique qu'on a co-développé avec Google. Donc voilà, tout de suite, on se dit, bah, c'est bien, c'est sympa, ça commence à prendre. Une ouverture d'esprit pour nos clients aussi. On a une newsletter qui part pour nos clients et nos prospects toutes les semaines et qui vient leur insuffler un petit peu cette notion d'innovation. Et puis, une autre dimension du Wunderlab, mais qui est importante, c'est qu'on a effectivement décidé que c'était bien d'aider les startups, mais qu'on avait certainement des gens à l'intérieur de l'agence qui avaient des projets. Donc on a fait un appel à projets à l'intérieur de l'agence. Il y avait 4 projets qui ont été présentés. Sur les 4 projets, il y en a un qui a été sélectionné par une espèce de jury de non-sages, puisqu'il y avait des gens de l'agence et des clients. Donc et ce jury a décidé qu'il y avait ce projet-là qui était intéressant. Et on l'a accompagné là depuis presque 8 mois. Et c'est un projet qui est en phase de sortie aujourd'hui, qui est un très beau projet et qui a été fait, on va dire, co-développé à l'intérieur de l'agence par des gens de l'agence aussi qui s'y sont mis et qui ont travaillé là-dessus. Alors, si eux, ils veulent les faire rentrer au capital, ces gens-là, il a le droit. Si lui, cette personne-là, a envie de faire rentrer les gens qui l'ont aidé au capital, il a tous ses droits, il fait ce qu'il veut. Moi, simplement, la relation, je ne veux pas que ce soit une relation d'argent, je veux que ce soit une relation d'accompagnement parce que j'ai autant à récupérer d'une relation gratuite que... Ce sera le mot de la fin car il est déjà 13h. Merci beaucoup Philippe Bonnet d'avoir été avec nous pendant cette émission. Merci Nicolas. Merci aux internautes d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, Valérie Gerfaux, le directeur général de M6 Web, sera l'invité des décideurs du net. En attendant, très bonne journée à vous.